N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Le clan Le Pen s'est rassemblé pour faire ses adieux à Jean-Marie Le Pen, décédé à l'âge de 96 ans après plusieurs semaines d'hospitalisation. De nombreuses personnes ont fait le déplacement à la Trinité-sur-Mer, la ville natale du défunt homme politique. Ses ex-épouses étaient également présentes pour cet hommage. Jean-Marie Le Pen avait épousé Jeannie Paschaud en 1991, avec une cérémonie religieuse célébrée en 2021. Après la perte de son mari, Jeannie s'est confiée aux journalistes de BFM TV, exprimant sa douleur « Je ne me sens pas bien. Mais je vais essayer de réapprendre à vivre sans lui dans notre maison que j'adore, et c'est tout ». Interrogée sur les derniers instants de Jean-Marie, elle a partagé qu'ils étaient entourés de leur famille, tout en ajoutant que « c'est très dur dans un établissement de santé ». Avant Jeannie, Jean-Marie Le Pen avait épousé Pierrette Lalanne en 1960, avec qui il a eu 3 filles, Marie-Caroline, Yann et Marine. En 1984, Pierrette quitte le domicile conjugal, et durant le divorce, elle ne reçoit aucune pension alimentaire pour élever leur fille. Dans le magazine Lui, Jean-Marie avait déclaré « Si elle a besoin d'argent, elle n'a qu'à faire des ménages ». Cet épisode fut suivi, en 1987, par la célèbre couverture de Pierrette dans Playboy, un moment marquant pour leur fille qui ne l'avait pas vue pendant des années. Le jour des obsèques, Jeannie et Pierrette ont parcouru dignement les 200 mètres qui séparent la maison des Le Pen de l'église, où 200 invités les attendaient. Bien que Pierrette ait été escortée par ses filles, Jeannie appartenait à un groupe différent, mais toutes deux ont fait preuve d'une grande dignité. Marine Le Pen, le visage empreint d'émotion, était entourée de sa sœur Marie-Caroline, tandis que leur sœur Yann, bien que n'étant pas dans le premier groupe, était également présente. À 56 ans, Marine était accompagnée de ses enfants, Johan, né en 1998, et les jumeaux Louis et Mathilde, nés en 1999, issus de sa relation avec Franck Chauffroy. Comme l'a rapporté BFM TV, certains petits-fils de Jean-Marie Le Pen ont porté le corbillard de leur grand-père, notamment Quentin, le fils de Marie-Caroline, et Pierre, né de l'union de Marie-Caroline avec Philippe Olivier, qui a également une fille, Nolwenn, présente aux obsèques. Yann, la benjamine du couple formé avec Pierrette, était là aussi, et elle est la mère de Romain et Tanguy, née de sa relation avec Samuel Maréchal, ainsi que de Marion Maréchal. Cet hommage a ainsi réuni des générations, toutes unies dans le souvenir d'un homme au parcours controversé. Une spécificité qui tient en fait tout simplement à l'âge en fait des usagers. Je crois que si l'on doit faire une différence sur ce point précis entre l'enseignement scolaire et puis l'université, c'est qu'à l'université, les usagers sont majeurs, mais pas encore vaccinés, si vous me passez l'expression. Mais la différence est là, en fait, sur la liberté d'expression, notamment dans le volet pédagogique. L'âge des usagers, qu'ils soient en présentiel ou à distanciel d'ailleurs, peu importe, justifie que l'on considère que la situation des universitaires soit différente au regard de la déontologie et puis de l'éthique. Et concrètement, et juridiquement aussi, cette singularité, elle se traduit par l'existence du principe constitutionnel d'indépendance qui vient d'être analysé. Peut-être d'ailleurs une précision à cet égard sur ce principe, lié à l'hétérogénéité des personnels dans l'université, dans les établissements d'enseignement supérieur. Ce principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, il ne s'applique qu'à eux. Ça a bien été précisé parce qu'il y a évidemment des professeurs certifiés, des professeurs agrégés du secondaire, il y a également des professeurs associés dans les universités. Eh bien, ces différentes catégories de personnel ne bénéficient pas du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs. Donc on a ici un ciblage qui se fait et j'ajouterais d'ailleurs peut-être sur ce principe que on a pas mal de ressources juridiques dans le code de l'éducation. On verra peut-être tout à l'heure les limites à la liberté au regard de la jurisprudence, mais là, je voulais juste préciser le point sur le périmètre humain, on va l'appeler comme ça, de ce principe constitutionnel d'indépendance des enseignants-chercheurs. Et est-ce que vous avez quelques exemples concrets tirés de la jurisprudence? Est-ce que finalement, la liberté d'expression est souvent mise à mal dans la jurisprudence?
Oui, bien entendu. J'allais dire, malheureusement, on a un trop-plein, mais c'était assez rare, hein, les cas de franchissement des frontières sémantiques, on va les appeler comme ça par le passé. On avait quelques arrêts qui étaient liés à cette obligation de tolérance et d'objectivité qui s'applique aux enseignants-chercheurs. Je pense notamment à une affaire célèbre, l'affaire Notin, qui a été jugée à 2 reprises devant le Conseil d'État, qui était un maître de conférence révisionniste, où là on parlait de manquements graves à la probité intellectuelle, au respect d'autrui, découlant justement des obligations de tolérance et d'objectivité. Il y avait eu plus récemment un arrêt concernant un professeur des universités de Lyon, M. Gollnisch, qui avait fait une allusion à la négation de l'existence de chambres à gaz et à l'appartenance à l'origine d'un collègue auteur